Il ne Ouais, faut bien sûr. jamais se dire, enfin, j'aimerais trop avoir telle fonctionnalité, oula, mais c'est compliqué. Non, tu la demandes et après, c'est l'équipe tech de la discuter. Et donc, du coup, j'ai les tech qui me demandent, j'ai le CEO qui demande, le market, les clients, etc. Et à un moment, quand je parlais avec ce PMPO, il me dit, écoute, d'abord, tu dis non. Et après, tu écoutes la question. Hello tout le monde et bienvenue sur Good Morning Product, le podcast qui interviewe les product managers, UX designers qui pensent les produits web de demain. Je suis votre humble serviteur, Pablo, et aujourd'hui, on va parler de la méthode dire non d'abord quand on est PO, PM. J'ai le plaisir de recevoir Soufiane Nasseb pour en parler. Soufiane est expert en data et produits. Après 5 ans d'expérience dans le retail et la grande distrib, il plonge dans l'univers des startups en 2022 en tant que responsable expérience client, un rôle clé où il analyse le comportement des utilisateurs pour concevoir les fonctionnalités de demain. Rapidement, il évolue vers un poste de product owner avant de se former en data analyse et data engineering. Aujourd'hui, il accompagne des entreprises comme Eido, un SaaS dédié à la gestion d'entreprise, en les aidant à aligner leurs décisions produits grâce à la data. Salut Soufiane, comment ça va aujourd'hui? Salut Pablo, très bien et toi? Eh ben, ça va super. Écoute, je suis ravi de t'avoir sur le podcast, c'est hyper chouette. Et puis pour un sujet qui m'a pas mal interpellé, c'est ta méthode de dire non d'abord quand on est product. Donc j'ai hâte d'en découvrir plus sur cette méthode et je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Est-ce que déjà tu pourrais nous rappeler le rôle de product manager, product owner pour ceux qui ne savent pas? Oui, bien sûr. Alors, avant ça, j'aimerais faire un petit disclaimer, c'est que dans le monde du product, on a deux modes de vie ou deux philosophies. Il y en a une qui sépare le rôle de product manager et product owner. Et il y en a une autre qui, pour eux, c'est le même métier. Moi, je fais Ok, la deuxième. ok, Je trouve que c'est très, très dommage de séparer les deux. En fait, le rôle de PMPO, pour abréger, est celui qui va prendre la stratégie de l'entreprise, donc qui est décidée au collectif par le board, etc., et qui va la traduire en fonctionnalité produit. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est au tout début, mais après, il y a ok. la partie retour client, retour utilisateur, etc. Et pourquoi moi j'unifie les deux? Parce que ceux qui séparent, c'est très dommage. Parce que souvent, dans les boîtes qui séparent les deux rôles, tu vas avoir le PM qui, lui, va décider ses fonctionnalités dans un mode de rêve, mais il va s'en arrêter là. Et tu vas avoir le PO qui va traduire ça dans un backlog avec des tickets Jira, etc. Mais quand tu fais ça, Ok. le PO, il devient ce qu'on appelle un Jira admin. Il passe sa journée à faire des tickets Jira, être confronté au dev. Et le PM à s'imaginer un monde de rêve. J'aime donner la métaphore de t'as quelqu'un qui fait que des recettes, mais qui ne connaît pas la cuisine. Et l'autre qui cuisine les recettes qu'on lui donne. Bah, Ok, vaut mieux que celui qui va cuisiner, c'est celui qui fait la recette parce qu'il connaît sa cuisine, il connaît ses contraintes. Souvent, le PO, il fait partie de l'équipe tech aussi. ok. Il connaît ses devs, il connaît les contraintes produits, même s'il ne doit pas décider les features ou comment on les code, mais il est conscient de ça. Du coup, il peut mieux aligner son backlog, il peut mieux aligner ses sprints et mieux s'engager sur des promesses. Parce que la clé, c'est là. C'est s'engager sur des promesses qu'on va faire soit aux parties prenantes de l'équipe, le pôle commercial, le pôle marketing, le CEO, etc., soit des promesses qu'on va faire aux clients. Ces promesses-là, il faut les tenir. Bien sûr. Pour moi, c'est le rôle fondamental. C'est hyper intéressant. Bah, j'allais justement te poser la question parce que moi-même, je connaissais pas vraiment la différence entre PO et PM, donc tu l'as très bien expliqué. Et par exemple, autre question, quand tu parles de... Donc j'ai bien compris que le PM, c'est celui qui va en fait donner un peu la vision avec les... Il va dire un peu quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'il va falloir dev. Donc c'est un peu la stratégie. Et puis après, tu as le PO qui lui va mettre les mains dans le cambouis et qui va traduire cette stratégie sur des tickets, Jira notamment, avec des user stories, etc. Et j'ai bien aimé d'ailleurs ta métaphore avec la recette et le cuisinier. Mais et du coup, tu as aussi évoqué les tests, les retours utilisateurs qui sont hyper importants parce que j'imagine que d'un côté, effectivement, il y a les fondateurs qui vont dire au PM, bah voilà ce qu'on aimerait faire. Il y a l'équipe aussi qui a son avis, mais les retours utilisateurs, du coup, entre le PM et le PO, quand c'est séparé, qui des deux va récupérer les feedbacks? C'est le PM du coup qui s'en occupe ou c'est le PO? Exactement. Normalement, ça, c'est c'est le rôle du PM de récupérer et D'accord. d'échanger avec les parties prenantes. Ce qui isole le PO, et c'est pour ça que j'aime pas du tout, le PO, c'est cette personne du pôle tech qui échange avec tout le monde. Ouais, je C'est la comprends. porte d'entrée du pôle tech. C'est le PM, pardon, qui va récupérer ses retours. Mais pareil, il va récupérer les retours. Très bien. Qu'est-ce que tu en fais avec ça? Et en fait, le PO, une fois qu'il les récupère, il peut aussi comprendre dans quelle partie du code ça bouge, quel sprint il avait prévu, etc. Parce que le PO, il a cette vision, il n'a pas une vision juste au sprint prochain, il a une vision beaucoup plus long terme, à Bien peut-être sûr. 2 3 mois, exactement par sprint, par backlog, etc. Et c'est ces retours-là qui vont lui permettre d'adapter en fonction.
en fonction des priorisations, en fonction de la charge de travail, en fonction de, etc. C'est hyper intéressant. Donc en fait et du coup, si je comprends bien, le PM, il va être plutôt j'imagine, il aura un profil un peu plus marketeux et le PO un peu plus tech, à la base, quand ils sont séparés, en tout cas, quand c'est 2 Ouais, personnes différentes? exactement, c'est ça. Et ce qui fait que le PM a tendance plus à rêver dans un monde imaginaire. C'est ça. Alors, moi, j'avais connu un très bon PO qui m'avait aussi fait une remarque que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait dit, Soufiane, il faut toujours faire la demande de rêve. Après, c'est le job de PO et des devs de voir comment la faire et voir s'il faut sortir des choses. Mais il faut jamais se limiter à l'avance. Et ça, je suis d'accord. Il ne Ouais, faut bien sûr. jamais se dire, ah, j'aimerais trop avoir telle fonctionnalité. Oula, mais c'est compliqué. Non, tu la demandes et après, c'est l'équipe tech de la discuter. Mais OK. il faut pas non plus être déconnecté et surtout, c'est ça le problème, faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. OK, D'où ma bien sûr. méthode. Il faut jamais, jamais, et ça m'a besoin des choses, faire une promesse qu'on ne peut pas tenir. Parce qu'indirectement, ça te rajoute de la pression, ça te rajoute de la frustration. Les devs, ils le sentent, tout le monde le sent, et c'est foutu. Et après ça met le bazar, ça repousse les Exactement. deadlines, ça C'est ça. il y a de la pression dans l'équipe et cetera. Ouais, c'est pas bon. Ah bah, écoute, c'est parfait, c'est la transition magnifique pour la question 2. Est-ce que tu peux justement nous expliquer ta méthode du dire non d'abord? Et hésite pas aussi à donner quelques étapes pour qu'on comprenne comment ça fonctionne? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, moi, cette méthode, j'ai envie de dire, je l'ai appris à la dure. C'est pareil, un jour, j'avais eu la chance de manger avec un PMPO dans le monde des ORP. Il avait 10-15 ans de boîte d'expérience. Du coup, il gérait même plusieurs équipes internationales et on mangeait ensemble. Et on discutait. Et moi, à ce moment-là, j'étais très contrarié parce que j'avais, allez, un dev et demi. J'avais un dev dans mon équipe et la moitié d'une dev parce que c'était une alternance. On était en train de recruter. Donc OK. déjà, en termes de bande de passants, c'était très limité. Et j'étais sur un projet qui avait une dette technique énorme. C'est-à-dire que quand tu veux développer une feature que n'importe quel dev te dit, bah, écoute, ça c'est 2 points Jira, etc. Nous, tu devrais rajouter le double à cause de ta dette technique. Oh la Donc vache. c'était très compliqué. Et j'avais des demandes de partout. Donc, bien sûr, des demandes de l'équipe commerciale, les propres techs qui voulaient améliorer leur code, parce qu'eux aussi, ils font des demandes. Ça, il faut jamais l'oublier. Quand on est product, le produit aussi est une branche, et l'améliorer, etc., dédier des temps aux devs pour faire de la doc, c'est aussi de la bande passante. Bien Et sûr. aussi, ils ont des demandes pour leur propre confort. Et donc, du coup, j'ai les techs qui me demandent, j'ai le CEO qui demande, le market, les clients, etc. Et j'avais aussi une chef de projet à l'époque qui travaillait avec les clients pro, pareil, qui faisait plein de demandes à la semaine. Et à un moment, quand je parlais avec ce PMPO, il me dit, écoute, d'abord tu dis non, et après tu écoutes la question. Il me dit, c'est hyper important, parce que quand les gens ils te parlent, c'est hyper important, absolument tout. Quand ils viennent avec la demande, ils t'en parlent ou ils te mettent sur Jira ou sur Trello, ah, mais tu as l'impression que si c'est pas fait maintenant, c'est la catastrophe. Et, Complètement. et voilà, et surtout quand c'est le client qui te demande, attendez, moi je suis le client, je veux absolument ça, j'en ai passé ce matin en buvant mon café, c'est une super feature que j'ai eue. Et ce PM, il me dit, écoute, dans ta tête, c'est une philosophie qu'il faut avoir, tu dis d'abord non. Tu ne dis pas non, parce que sinon tu vas blesser la personne en face, mais dans ta tête, Oui. c'est non. Ok, Ouais. je ne vais pas le faire. Après, tu écoutes, tu regardes, tu prends le temps d'analyser, et tu te dis, ok, c'est cool, ok, c'est pas cool, mais pourquoi? Il faut aussi prendre le temps. Quand tu dis non, tu prends le temps. S'il faut, la demande, elle est déjà prévue. S'il faut, il y a une feature similaire. S'il faut, on Ouais. peut la faire dans 2 semaines. Mais si tu absorbes tout ce qu'on te demande et que déjà ton sprint n'est pas respecté, parce que voilà, tu sautes les priorités, tu vas te submerger sur une marge de travail énorme et tu vas avoir une pression énorme. Donc, d'abord, C'est tu clair. dis non dans ta tête, voilà, ok, tu m'as fait une demande, très bien, tu es content. Mais moi, après, dans mon coin, quand je vais être tout seul, je vais regarder le prochain sprint, celui d'après, je vais regarder mon backlog, je vais regarder toutes les demandes et je vais voir, et je vais aussi prioriser ce qui est Bien sûr. important, ce qui n'est pas important. Et souvent, par expérience, les demandes extrêmement importantes de mardi à 11h03 après avoir bu un café, elles sont plus importantes le jeudi après-midi. Limite, on Ça les sent le oublie. vécu. Ouais, Ouais, alors, bah, ouais, elles sont plus du tout importantes. c'est marrant ça. Et Et c'est ça, tu dirais que c'est, une bonne partie des demandes qui se sont faites, ah ouais, qu'en fait, c'est plus important au bout de 2 jours, ouais. mais bien évidemment, la majorité des Indes. En fait, c'est des gens, surtout, tu vois, je vais parler aux customer success, aux commerciaux, aux chefs de projet, qu'eux, ils sont constamment sur le terrain. Les clients, ils font plein de demandes parce qu'ils ont plein d'idées. Mais Ouais, alors, je vais être un peu brusque, mais tu peux avoir une excellente idée. ouais, L'idée, elle est nulle. Elle peut être bien très sûr. bonne. Mais l'idée, elle peut Mmh. rapporter zéro, elle peut pas être intéressante. Ou, ok, ton client l'a eu, ok, il est prêt à payer, mais est-ce qu'il va avoir un retour sur investissement? C'est des questions qu'il faut se poser au lieu de satisfaire tout le monde. Et OK. tout le monde a des idées tout le temps. C'est comme je dis, le pire ennemi de n'importe qui, c'est
Ce soir, j'ai une idée. Ah, Ouais, c'est clair. elle est horrible parce que oui, elle est cool, elle est bien. Sur le papier, ça a l'air super, mais sur le terrain. Et si tu dis oui à tout, tu écoutes tout le monde et tu essaies de satisfaire tout le monde, bah, tu satisfais personne. C'est exactement ce que j'avais dit une fois avec la chef de projet où c'était un peu pris la tête parce qu'elle me dit: «Tu m'écoutes jamais, tu m'écoutes jamais». Je dis: «Jamais». Tu dis non tout le temps? À l'époque, on n'avait pas la bande passante. J'ai dit: «On n'a pas de bande passante, donc le peu Ouais, de dev qu'on peut faire, il faut vraiment le choisir et aller voir quelle valeur on peut créer pour nos utilisateurs et pour nos clients». Parce que certes, des fois, le client fait de la demande, mais est-ce que le client et ça, c'est là, par contre, c'est très dur, hein. Est-ce que le client, il sait vraiment ce dont il a besoin? exactement. Alors ça, ouais, c'est un vrai sujet ça, ouais. Savoir ce rôle-là de dire au client: «Écoute, je sais que tu veux ça, que tu es prêt à payer ça, mais c'est une mauvaise idée. On va pas avoir le retour sur investissement». Mais ça, c'est comme je dis, c'est chaque entreprise. Si tu veux créer une relation de la durée avec ton client, tu vas être bon conseiller. Si tu veux juste lui prendre de l'argent et partir, là oui, tu lui fais plaisir, tu lui dis ce qu'il veut et next. Mais moi, j'ai pas OK. cette philosophie aussi. OK, donc si je résume, moi, si je comprends ta méthode, ça veut dire que là, par exemple, tu vas avoir les fondateurs d'une boîte, qui vont venir te voir et qui vont dire: «J'ai une idée à 11h03, lumineuse et je pense que il faut vraiment faire ça parce que je l'ai vu dans une émission ou parce que j'ai un client qui m'a remonté le truc, Ah, donc il faut absolument le exactement. faire». Toi, ce que tu fais, c'est tu dis: «OK, bah, je prends en compte et du coup, je vais rajouter dans le backlog et on va voir quand est-ce qu'on le fait dans la roadmap et je te tiens au courant». Et après, une fois que c'est et en fait, après, tu vas devoir prioriser. En fait, tu vas réfléchir en fonction des sprints que vous avez et aussi du backlog, parce que j'imagine que dans le backlog, il y a plein d'autres choses qui sont peut-être plus prioritaires. Tout à Et en fait, fait. tu vas prioriser, j'imagine, tu as un framework de priorisation pour décider de quelles sont les fonctionnalités les plus importantes à dev et du coup, celles qui sont moins importantes. Complètement. Moi, en fait, comment je travaille, hein, c'est juste d'abord, si avec le CEO, moi, ce que je fais, c'est que où voulez-vous être dans un an, dans 6 mois, dans 3 mois et la semaine prochaine? Ok. À partir de là, en fonction de où on veut être, ça se construit avec toute l'équipe. Une fois on a décidé où on veut être, on va décider les fonctionnalités dont on a besoin pour arriver là. Mhm. Ça, c'est un choix. Et comme je dis, parce que aussi je me suis formé en data exprès, ce que tu fais, c'est valider des hypothèses. Bien Si tu sûr. fais ta longueur de journée, un POPM, si on mélange le poste, mais un PM, ce qu'il fait, c'est il valide des hypothèses. Il essaye de se rapprocher au maximum en analysant de la donnée, en faisant des interviews clients, en parlant avec tout le monde, pour essayer de se tromper le moins possible. Mais quand tu développes, tu as une hypothèse, tu as une idée, tu penses que tel feature va apporter tel truc, mais peut-être tu vas te planter. Moi, je me suis planté. Bien sûr. Sur un e-commerce, je croyais qu'il fallait absolument refaire le panier parce que les stats donnaient raison à ça. On a Ouais. refait tout le panier. Ah, mais c'était pas ça le problème. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Et en fait, on a juste ajouté une option de livraison dans le parcours d'avant, ça a explosé. Alors que c'était pas du tout ça ce que les datas donnaient. Ça arrive, par contre, il faut réduire les chances. Du coup, mon framework à moi, c'est à partir de la stratégie de où la boîte veut aller, que c'est décidé, c'est validé, Ok. on décide les features qu'on veut faire, et là, avec les devs, on va découper ça. On va découper ça en Epic, donc ça, c'est une grosse feature. On Mhm. va découper ça, ensuite, on va la découper en user story ticket, et surtout, moi, je vais penser le livrable. Moi, j'aime pas les cycles en V où tu vas développer pendant 3 mois une feature, et 3 mois après, cette fois, elle est plus à jour. Ça aussi, Ouais. aujourd'hui, ça va très vite. C'est Je clair. reviens. Ton client qui te demande une feature aujourd'hui qui va durer 3 4 mois à développer, s'il faut dans 4 mois, il en a plus besoin. Donc, C'est clair. alors, là, je donne une petite astuce pour les devs, pour les PEPM qui n'aiment pas dire non, même pour les devs, proposez toujours un MVP. Ouais. Mais un Ah truc, ouais. certes, c'est pénible. Je vais donner un exemple pratique pour que ça soit parlant. Lors d'une de mes expériences, je bossais dans le milieu du meuble. Donc, c'est une marketplace pour le meuble. Et on travaillait, donc les acheteurs, c'était souvent des particuliers. Les vendeurs étaient doubles. On avait des vendeurs particuliers, mais on avait aussi des vendeurs pros. Donc des marques Ok. d'ameublement, des entrepôts, des dépôts, etc. À un moment, les marques, ils ont une super idée. Voilà, le soir, au lit, ils se sont dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'offrirait pas des bons d'achat aux vendeurs de nos marques? C'est-à-dire, toi, Pablo, tu vends un meuble de la marque telle, ben, au lieu de récupérer l'argent, moi, la marque, je te donne un bon d'achat bonifié. Donc, si tu as vendu 100 euros, ben, je vais te le donner 150. Ok. La marque s'est dit, la marque a fait ses calculs sur Excel. Moi, j'appelle ça le syndrome Excel. Tu mets sur une cellule 100 clients, sur l'autre cellule, tu mets 30. Ah tiens, ça m'a fait 3 000 euros, parfait. Voilà. Et ça, il y en a beaucoup, beaucoup plus que l'on croit de syndrome Excel. Ouais, j'imagine. Et là, le client, il fait ça avec la chef de projet. Et ils ont passé 2 3 mois à développer la feature pour 0,01% d'utilisateurs. Ça n'a pas été utilisé. Ah la vache. Ouais, donc Voilà. pas du tout les 100, quoi. Alors que tu aurais fait un MVP, un simple email à chaque vendeur, tu lui dis écoutez, vous avez vendu, quel est votre choix en Google Form, tu aurais déjà su.
Donc voilà. Donc alors, je me suis un peu éloigné du sujet, mais pour le framework, ça c'est hyper important. Tu vas développer aussi un livrable. Et si tu vois qu'une feature est très risquée, tu te dis, OK, comment est-ce qu'on peut la livrer d'un sprint d'une semaine? Mhm. On le livre, on la teste. Si elle marche, là, OK, on s'engage avec les devs à faire quelque chose de 2 3 mois. Mais si ce n'est pas le cas, donc j'essaye toujours de découper après tout ça en livrable et avec les devs de réfléchir en MVP, en POC, en proof of concept, comment faire quelque chose avec le moins de temps possible pour avoir ce Ok. retour utilisateur. C'est extrêmement important. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand Ouais. on dev pour quelqu'un, que ce soit ton client, tu dev pour quelqu'un. Ouais. Il doit utiliser ce que tu dev. C'est hyper intéressant. Bah, tu vois, il y a aussi un step encore avant que tu connais sûrement, qu'on utilise nous en UX, c'est avant même de faire un MVP, c'est faire un proto. Je pense que tu vois très bien dont je parle. Oui, Ce dont je parle, c'est du coup, on va faire la maquette. Ça peut être une autre méthode qui fonctionne pas mal. Tu vas faire la maquette sur un Figma, tu vas créer un prototype et du coup, tu vas aller faire tester cette nouvelle fonctionnalité sur des maquettes animées à des utilisateurs. Et en fait, tout de suite, tu vas te rendre compte que finalement, cette feature, elle est pas du tout comprise, elle est pas du tout nécessaire, ils en ont pas forcément besoin. Et en fait, bah, pour un designer de faire une maquette comme ça va prendre quelques jours avec un proto anime, etc. Un dev, tu parles d'un MVP, bon, c'est déjà pas mal, mais ça prend quand même peut-être 1 ou 2 semaines de boulot. Là, au moins, tu vois, même en 24 heures, si tu es un designer en interne ou en freelance, il va te faire une maquette assez poussée, bien animée, et en fait, l'utilisateur final, lui, il va pas vraiment voir la différence entre une maquette et un produit. Et donc, c'est le step encore avant qui est pas forcément fait par tout le monde, mais qui est intéressant. Je pense quand tu as tu vois, si tu veux tester notamment des grosses features et que le MVP est difficile à faire, et ben bim, tu fais une maquette assez avancée. Nous, on a fait ça pour des clients et en fait, c'est hyper efficace parce que ou bien tu vas valider le truc parce que tu vas te rendre compte, tu vas tester ça sur 5 utilisateurs, tu te rends compte qu'ils utilisent le truc vachement bien et qu'ils te disent waouh, mais c'est exactement ce qu'on voulait. Et là, tu te dis bah écoute, gauche par en MVP. Ou alors, en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout ce qu'ils voulaient et tu abandonnes l'idée. Donc, il y a aussi cette ouais, méthode-là. complètement. Je pense que c'est une méthode que tu peux faire quand tes clients, c'est des B2B. Quand tu travailles avec le B2C, c'est plus compliqué Ok. de le faire tester une maquette. Mais en Ouais, c'est effet, vrai. moi, on m'a déjà Ouais. fait tester, j'ai déjà fait tester des maquettes. En effet, parce que c'est hyper important, sachant que l'utilisateur, il a la règle, c'est qu'il va jamais utiliser le produit comme tu as prévu. Toi, tu as prévu C'est clair. C'est clair. 80% des choses et lui, il va vraiment aller chercher le petit truc. Tu t'es dit, mais c'est pas vrai, quoi. Ouais, toi, en plus, les devs, ils ont souvent cette frustration. Moi, je bosse avec des devs tous les jours et ils vont développer une feature, ils vont développer toute la machinerie. Et en fait, l'utilisateur, lui, il va juste voir ce qu'on appelle le front, enfin, la partie immergée de l'iceberg où tu vois vraiment la partie visible avec les boutons, les trucs. En fait, derrière, il y a toute une feature assez compliquée qui a été développée, mais ça, l'utilisateur, il le voit pas. Il veut juste qu'en cliquant sur ce bouton, ça donne ça. Que là, en revanche, il comprend pas qu'il peut pas cliquer là-dessus, etc. Et il va te faire des retours sur des petits détails qui en fait ont pas trop d'importance et les techs derrière ils sont frustrés. Donc Exactement, mais c'est complètement ça. Et c'est pour ça qu'il est aussi important, quand le PO et le PM sont la même personne, il doit aussi sensibiliser les devs à ça. Tu vois, moi, quelque chose que je fais toujours, lors d'un sprint, je justifie toujours le pourquoi de chaque ticket. ouais, Je dis, ce ticket-là, il est fait parce que tel data nous a donné ça, parce que tel truc nous a dit ça, et ça apporte beaucoup de choses. Mais les deux plus importants, c'est un, ça force le dev à réfléchir également. J'ai déjà fait, moi, des demandes où en fait la demande était périmée et c'est le dev qui a dit non, non, en fait je vais passer le même temps à faire ça, viens on fait ça. Un exemple, à un moment on voulait faire la livraison offerte ouais, et je dis bah, écoutez là pendant telle période on va faire la livraison offerte parce que la dernière fois ça nous a apporté tel tel et le dev il me dit mais attends, 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 attends. Au lieu de passer une journée à te faire un module comme ça, je passe une journée et demie, par contre je te fais un module en no code que vous pouvez driver quand vous voulez, etc. Donc, en fait déjà ça force le développeur, c'est pas un codeur. En fait, en tout cas, quand tu es producteur dans une boîte, avec l'IA qui arrive, tu ne cherches pas un codeur. Un développeur, tu es un ingénieur. Il participe avec toi à la solution. bien Donc, tu sûr. dois lui dire ça, déjà, de un, donc le sensibiliser au pourquoi du ticket, et aussi lui donner le contexte. Parce que comme ça, alors certes, il va être frustré, je comprends ce que tu dis, en effet, mais il va comprendre. Parce que s'il n'a aucun contexte, tu lui demandes juste d'avoir une feature, que ton bouton appelle un algorithme qui va faire tel truc, tel truc, tel truc, oui, il va te le faire, mais il ne sait même pas pourquoi il le fait. Et en Bien sûr. plus, il voit que ce qu'il a développé, c'est pas utilisé, donc double frustration. C'est clair, c'est clair. Euh, J'avais juste une question par rapport à ce que tu as dit avant sur le fait que ça soit des hypothèses que tu testes et tu sais pas si ces hypothèses vont être vérifiées ou pas. Et tu parles notamment de data et le fait de... En fait, quand on va créer des hypothèses, qu'on va avoir des idées, idéalement, il faut les backer avec de la data parce que j'ai vu que dans la data, il y avait ça ou parce que j'ai eu plein d'utilisateurs qui m'ont fait ce retour, donc backé par des retours utilisateurs. Est-ce que toi, du coup, quand on te propose des nouvelles features,
tu imposes que ça soit backé par un minimum de recherche, un minimum de réflexion. Ok, mais cette idée, tu l'as eue, mais d'où? Et en fait, l'hypothèse qu'on va tester, est-ce qu'elle est backée par des chiffres? Est-ce qu'elle est backée par des retours utilisateurs? Et donc, le fait que cette hypothèse soit backée par des éléments tangibles, est-ce que ça donne plus de force à la priorisation, enfin à la priorité de cette feature, ou alors tu prends vraiment tout et puis après tu priorises derrière en fonction d'autres critères? Alors, je vais dire, ça dépend du type de produit. Quand tu bosses dans un projet où le produit est déjà mature, et j'entends par mature qu'il y a des utilisateurs ou des clients qui l'utilisent, Ouais, à ce moment-là, oui, c'est la data ou les interviews clients qui gouvernent. ok, Moi, l'idée que tu as eue hier soir, parce que tu as vu sur Qui veut être mon associé ou tu as lu sur un post LinkedIn qu'il faut faire ça, écris-le, ça va te faire plaisir, hein, fais la demande. Mais ça sera au fin fond de mon backlog. Voilà. ouais, Je vais quand même, à un moment, regarder et creuser. Ça peut être très intéressant, parce que je dis, toute idée est à prendre. Mais voilà. Par contre, quelqu'un qui me dit, attends, un chef de projet qui suit 30 clients, et il y a 27 clients qui demandent la même feature, une feature assez similaire, ah oui, là, mon oreille, elle va être très, très grande. bien sûr. Par contre, sur un projet tout nouveau, bah, au début, bah, c'est un tout nouveau. Tu as validé tes hypothèses parce que tu as un retour marché, tu penses apporter une solution. Maintenant, le comment. Et là, mon conseil, c'est sortez vos produits au plus vite. Vous ne prenez pas la tête. Sortez votre produit au plus vite avec le minimum de fonctionnalités. Et à partir de là, vous développez. Ok, Mais en effet, le backup data, soit en fait, je travaille avec deux types de données. La quanti, c'est les data, que ce soit de ta propre base de données, l'utilisation, Google Analytics, ton tracking, etc. ouais, bien sûr. Et la quali, c'est Hotjar et comment tu as parlé avec tes clients, etc. En fonction du type de projet. Mais oui, oui, complètement. Ok. Et je veux rajouter quelque chose pour tous les produits. Si vous travaillez pour des CEO ou des présidents, que ça, ils s'en foutent. Ils n'ont aucune culture data et il faut juste que vous développiez ce qu'ils vous demandent. Partez de là. Ils n'ont pas besoin d'un PO. Bah oui, Direct, ouais, partez vous de essayez là. même pas d'argumenter, quoi. Mais essayez pas, parce qu'en fait, la personne, elle est déjà, elle veut juste un truc. Donc, tu lui mets deux devs qui n'ont pas non plus beaucoup de conscience pro, ils développent ce qu'ils veulent. Next. Ouais. Parce que le product owner, je le rappelle, c'est pas juste un gestionnaire d'outils qui gira. C'est vraiment celui qui va prendre la visualisation d'un produit et qui, via différentes méthodes, va faire sortir un produit qui va être utilisé, qui va apporter de la valeur. À la fin, Mhm. c'est ça, il faut apporter de la valeur à nos utilisateurs. Ouais, bien sûr. Ok. Super intéressant. Est-ce que tu as des exemples, t'as des exemples à nous donner? Alors, t'as déjà évoqué quelques situations là, assez concrètes. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner, justement sur, le moment où tu as appliqué cette méthode, dire non d'abord et qui t'ont été bénéfiques? Oui, oui, complètement. Bah, tu vois, par exemple, en parlant des bons d'achat, j'ai encore dû dire non d'abord parce qu'ils ont développé, ça c'était après, donc ils ont développé les bons d'achat, c'est toujours pas utilisé. Mais à ce moment-là, la présidente, elle avait vendu une feature à un client pour Ouais. l'apaiser, cette solution. Il dit, mais attends, le client, il va payer 15 000 euros pour l'apaiser, c'est parfait. Et en fait, là, je lui dis: «Alors attends, déjà la feature elle existe, elle est pas utilisée. Pourquoi ce Ouais. nouveau client sera utilisé pour lui?» Il dit: «Oui, mais il va payer, donc on va se faire une marge dessus». Je dis: «Certes, il va payer, mais nous, on n'a pas équipe de dev spé, donc ça veut dire qu'on doit prendre de la bande passante sur nos devs actuels. Donc nous, le projet, il va pas avancer pendant X temps, le temps de développer la feature. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait nous avec l'évolution de notre produit? 2, le client, tu vas lui vendre 15 000 euros, mais il va pas avoir de retour sur investissement, tu penses qu'il va être content? Au bout de quelques mois, il va frapper à la porte, il va te dire: Attends, tu m'as vendu un truc, il est où?» Et ça avait été challengeant parce que ça avait dû pris 2 bonnes journées à travailler. Finalement, on a dit non d'abord, le client a accepté et ça s'est très bien passé. Et après, un autre exemple, c'est pareil, la chef de projet. À chaque fois qu'elle parlait avec un client, elle me faisait énormément de demandes. Mais c'était des demandes parce que d'un côté, je la comprends. Elle écoutait son client, elle voulait le satisfaire. Et c'est même pas des demandes que le client faisait. Le client, il disait des fois, tiens, ça serait bien d'avoir ça. Mmh. Ok. Et je te dis, par semaine, je me trouvais avec 6 7 demandes par semaine. En plus de tout ce qu'on avait. Et c'était juste pour un pôle. Il y avait le market, les utilisateurs Ouais. B2C, etc. Et pareil, à chaque fois, je disais non. Et en fait, ce qu'on faisait pour essayer une fois par mois, on se voyait pour revoir toutes les demandes. Et je peux t'assurer qu'allez, 60% des demandes, c'était ah non, mais c'est plus un jour. Ah non, mais en fait, ça, c'est pas besoin. Ah bah non, ah bah non, ah bah non. C'est dingue! Ah Ah oui, ouais, mais donc la heureusement que tu pas majorité. écouté tu pas tout fait parce que sinon tu aurais perdu un temps fou pour les trucs qui étaient pas Mais, nécessaires. mais bien sûr, mais après, c'est normal. C'est-à-dire, nous-mêmes, il faut se mettre à la place de ces gens-là. Mais comme je dis aux gens, quand on est dans même notre vie perso, prenons l'exemple. Le matin, tu as envie d'aller courir. Après, tu as envie d'aller jouer du tennis, du padel.
Si tu commences à faire tout, tu Tu, vas tu, rien tu faire. fais plus rien, quoi. Ouais, c'est ça, tu fais rien. À un moment, on a une Ouais, bande passante, il y a un numéro de dev, il y a des imprévus, il y a des bugs, il y a de la maintenance. Donc, si tu commences à dire oui à tout, ouais, ton sprint, ça ressemble à rien. Et ça, par expérience, pour les autres, tout est important. ouais, Chacun, il voit son truc. c'est Tout clair, est important pour tout le monde. c'est clair. Ok, et juste, je voulais te reposer une question dans le process sur la priorisation. Donc, j'ai compris un peu en fonction de si le produit il est déjà assez développé, qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, etc. Tu vas beaucoup écouter les feedbacks utilisateurs. Sinon, si c'est un nouveau produit, là, il va falloir shipper des features rapidement et voir comment ça prend. Est-ce que quand tu vas recevoir du coup des demandes de nouvelles fonctionnalités ou des retours pour la priorisation que tu vas faire, est-ce que tu as des critères de priorisation dans ton backlog qui sont que tu voulais nous partager. Je sais pas, est-ce que par exemple il y a le temps de dev, l'impact que ça va avoir sur le business, est-ce que c'est des choses que tu prends en compte aussi pour prioriser tes demandes? Ouais, complètement. Je pense que j'en prends, allez, trois principales. Il y en a plusieurs, mais s'il y en a trois que j'aime bien partager, une, c'est le nombre d'utilisateurs qui vont utiliser la feature. C'est pas Ok, parce qu'elle est hyper importante. S'il va être utilisé par 1% des gens, bon, voilà. Ça, c'est ouais, la première, c'est le nombre d'utilisateurs impactés par cette feature. ok, Ça, c'est la première. intéressant. La deuxième, c'est la valeur. Est-ce que c'est une feature qui va certes améliorer l'utilisation du produit, mais il ne va pas rapporter un centime de plus, parce qu'à la fin de la journée, c'est l'argent qui compte, ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Ça, il Mhm. faut le garder en tête. Sauf pour des projets spéciaux, mais la majorité de projets, c'est est-ce qu'à la fin de la journée, je vais gagner plus d'argent? Donc, si ça n'a aucun impact monétaire, mais vraiment aucun ni direct ni indirect, bon, je le priorise moins. Par contre, si je vois que je peux faire augmenter soit, ça dépend du business, soit le panier moyen, soit le taux de churn, soit la fidélisation, etc., bon, à ce moment-là, je vais le prioriser. Ça va compter, Et ouais. Mhm. troisième, c'est le temps. Pourquoi? Une feature qui prend pas beaucoup de temps et qui est pas trop importante, peut-être je vais aussi la rajouter, la prioriser. Parce D'accord. qu'un dev, il a besoin d'avoir plusieurs types de tâches à faire dans son sprint. Une grosse, une moyenne, une petite. Pourquoi? Ok, Il bloque sur la grosse, là ça fait 3 heures, il n'y arrive pas. Bah, il va faire un petit truc pour se vider la tête, allez, et sinon il va trouver la solution. Le dev qui a fini une tâche à 16 heures, le mec il s'est dit, attends, j'ai pas envie là de commencer cette nouvelle feature qui va me prendre 3 jours, ça va me couper. Ben, je vais faire un petit truc, comme ça c'est fait et next. Et ça aussi, intéressant. je le tiens en compte parce que un dev, c'est pas un robot. Ils lisent beaucoup de docs, mais tu vois, on en a tous besoin, certes, de faire du travail de fond intellectuel, je veux dire, mais des fois, on a tous besoin, moi le premier, d'abattre du travail. Tu sais, t'as une mauvaise journée, t'as mal à la tête, on est des humains, et quand tu veux abattre du travail, tu prends des petites tâches, Ok, et petites tâches à côté de petites tâches, ça te fait aussi une grosse amélioration. très intéressant. Donc en fait, il faudrait qu'un dev, idéalement, tu lui donnes une grosse tâche, quelques tâches moyennes et beaucoup de petites tâches, et après, il, Exactement. il fait au fur et à mesure. C'est ça. Bah ça, c'est intéressant d'avoir aussi le feedback côté dev. Quand tu parlais tout à l'heure de comment dire, de dette technique, de documentation et puis ces retours-là, c'est aussi important de les avoir pour que les devs derrière ils soient quand même contents de bosser, qu'ils soient efficaces et qu'ils soient pas frustrés parce que sinon après ça bloque quoi. Ben, on a tendance à les oublier des fois. En fait, on veut Ouais, satisfaire le client, on veut satisfaire la direction, on veut satisfaire les autres pôles, mais on oublie les devs. Mais les ouais, devs, souvent, quand ils font une demande, si tu creuses un peu, c'est pour gagner beaucoup plus de temps ouais, derrière. c'est clair, c'est clair. Il Hmm. faut les écouter. Ils sont une partie prenante aussi, hein. Il faut leur donner leur importance, il faut les écouter. Et moi, je me rappelle, je leur avais donné même une norme. J'ai dit à chaque fois, parce qu'il y avait beaucoup de techniques, donc c'était un projet particulier, mais il y avait une règle. Dès que vous attaquez une nouvelle feature, si vous voyez qu'il y a une potentialité de réduction de la dette technique, que ça ne dépasse pas un point Jira, vous le faites. Ok, J'ai dit, du moment où vous voyez que sur un ticket à 3 4 points, vous voyez que c'est juste un point, mais ça apporte aussi de la réduction de la dette technique, vous le faites en autonomie, vous ne me demandez même pas. ah ouais, En fait, ça les intéressant ça. responsabilise. Ok, Ça ouais, les bien sûr. responsabilise, et derrière, bah, tu vois que tu gagnes aussi beaucoup plus de temps sur d'autres choses. Ok, ouais. Donc limite t'as pas besoin de créer de ticket pour ça, c'est en fait c'est juste par défaut Oui, dès que c'est un point, exactement. Bah, tu là, le ils fais sont direct. sur. Bah, t'imagines, ils sont sur le code, ils sont là, ça c'est pareil. Ils doivent quitter, ils doivent me créer un ticket, je dois le prioriser. Ouais, Et ça te là, prend du temps derrière. t'es la main dans la pâte. Allez, fais-le. Next. C'est clair. Ok. Bon, bah, super intéressant. Et bah, écoute, Soufiane, c'était hyper cool la méthode. Franchement, hyper cool, hyper intéressant. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Est-ce que bah, je te propose de passer aux dernières questions. Est-ce que tu aurais des modèles inspiration à nous partager sur ta veille marketing, product?
pour ceux qui nous écoutent? Ouais, ouais, bien sûr. Côté product, moi, j'aime beaucoup ce qui fait Conto, parce que c'est une OK, banque qui est arrivée pour les entrepreneurs, qui a encore beaucoup de fonctionnalités à sortir, mais ils ont d'abord tapé dans le mille. Sauf ils sortent une petite feature, ils voient comment on l'utilise et OK. ils améliorent constamment. Et honnêtement, Conto est super si vous voulez regarder. Ensuite, vous avez aussi un podcast qui s'appelle Stellar, où ils invitent vraiment des top boîtes qui ont réussi. Et moi, je trouve Je connais ça. pas celui-là, Ouais, j'irai écouter. Stellar, c'est un collectif product. Et Trop bien. bon, il est très bien. Il y a pas mal de gens qui viennent. Alors, c'est des cas des gens qui ont vraiment réussi, mais c'est cool d'avoir aussi le feedback et se rappeler que bah, tout le monde a commencé. Moi, j'ai eu de la chance de participer à une conférence. Il est français. C'était le directeur marketing de Meta. C'est lui qui designait les applications WhatsApp, etc. Lui, il te Waouh, dit, quand on fait une modif, c'est pas quelques milliers, c'est des milliards de gens qui sont touchés. Et il waouh. dit, moi aussi, j'ai la boule au ventre et je sais pas ce que je fais. Ça, il faut pas l'oublier. C'est que des fois, on a tendance à stresser. Oui, on a la pression, mais comme je dis, on valide des hypothèses. On essaie de se tromper le moins possible grâce à des feedbacks, grâce à des retours, etc. Mais ça reste des humains, les gens qui y a derrière nos produits. Donc, voilà, moi, Tu peux c'est pas ce être que sûr j'aime. à 100% que ça va être adopté, comment ils vont Jamais. l'utiliser, tu peux pas savoir. Tu pourras jamais, même les plus gros, ils ont fait des choses que personne n'utilise, mais c'est normal. Et c'est Ouais, normal. c'est clair. OK, bah, écoute, super intéressant. Est-ce que tu as une marque ou un expert que tu rêverais de voir passer sur le podcast? Ah bah écoute, Marc, ouais, c'est celle qui m'inspire beaucoup. Franchement, Conto, j'aimerais bien parce que je OK, trouve que c'est très très inspirant. Ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, moi je trouve ça vraiment génial. Ils sont partis de la base et petit à petit ils ont rajouté des features, ils les rajoutent. Et c'est vrai, je trouve que c'est en tout cas pour être chez eux aussi comme client, les features ils me touchent directement. Je me dis, ah tiens, ouais, c'est super. C'est ce qu'il trop me bien, fallait. trop bien. Et j'ai l'impression qu'ils sont là, quoi. Et ça, c'est génial. Bon, bah, ils sont bons dans le process, dire non d'abord, donc Exactement. d'attraper le product de Conto. Trop bien. Ah, parfait. Bon, bah, parfait, Soufiane. Est-ce que, si on veut dernière question, si on veut te contacter, comment on fait? Ben, vous allez sur LinkedIn, Soufiane Asseb, Soufiane Soufian, Asseb H-A-2-S-E-B. Voilà, vous connectez à Parfait. moi. Et si vous avez des questions de product, data ou autre, écoutez, n'hésitez pas. Bah, écoute, je confirme, tu es assez dispo, tu réponds très vite et c'est hyper appréciable, Soufiane, donc bah, merci beaucoup. Et ben, écoute, c'était top, franchement hyper intéressant, je te remercie 1000 fois pour, enfin, d'avoir partagé ta méthode Merci à toi, Pablo. et puis voilà, je pense que l'épisode, va sortir dans pas trop longtemps et en tout cas, bah, c'était super chouette et j'espère qu'on se fera d'autres épisodes tous les 2. Ah, J'en ben, suis quand sûr tu qu'il y a vas. d'autres sujets qu'on peut aborder ensemble. Avec plaisir, moi, le product, c'est devenu une passion. Je trouve que c'est hyper intéressant. Mais moi, j'essaie d'apprendre tous les jours et c'est avec plaisir. Bon, bah, super, Soufiane et bah, écoute, je te dis à bientôt alors. On fait comme Allez, ça. ciao, Pablo. À bientôt. Allez, salut, ciao.